Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Dans le vif de l'émission, tout de suite avec le directeur de publication du Courrier de Madagascar, Franck Ramarson, bonjour. Bonjour Prisca et bonjour à nos auditeurs de ce matin. Durant semaine précédente, Franck Ramarson, il y a eu des élections, coup d'État aussi, voilà ce qui se passe autour de l'Afrique. Madagascar est toujours à sa recherche de sortie de crise avec des avancées, parfois hésitantes, mais pourtant il faut bien avancer. En France, il y a eu aussi le cas de ce qui s'est passé à Toulouse pour Courrier de Madagascar. Travers Topic News, comment voyez-vous les choses? Oui, tout d'abord, il y a eu ce coup d'État au Mali, qui a été condamné par la communauté internationale, mais qui est dû à une révolte des sous-officiers qui sont déçus et frustrés de ce qui se passe donc dans le nord du Mali, où l'armée n'arrive pas à mater la rébellion des Touaregs. C'était une révolution, je dirais, de l'armée qui voulait avoir des moyens d'abord financiers, moyens matériels pour combattre donc l'ennemi de l'intérieur, parce qu'il ne faut pas oublier que ces combattants Touaregs étaient des gens qui ont été aux côtés de Kadhafi pour protéger son régime en ce temps-là, et que donc il fallait d'abord aussi comprendre que le retour de tous ces, je dirais, cette garde noire de Kadhafi vers leur pays d'origine allait créer des troubles, puisque ils avaient importé avec eux des armes lourdes, des armes qui vont servir à pacifier toute cette région, le nord de l'Afrique de l'Ouest. C'est une contagion avec les voisins des Mauritaniens, avec le Niger. Puis donc il faut savoir que dans cette région du nord du Mali, il y a encore des otages français. Il y a aussi la fameuse association terroriste que l'on appelle l'AQMI, qui est très dangereuse, qui a déjà fait ses preuves lors des enlèvements et des prises d'otages. Il faudrait que le gouvernement malien prenne des dispositions, mais faute de politique adéquate, donc l'armée, par rapport à ces sous-officiers, a pris le pouvoir, mais entre-temps a éliminé tous les gradés, les officiers supérieurs. À mon avis, c'est ça qui a fait donc il y a un grand scandale dans la... Et le président, lui, on ne sait pas encore où est-ce qu'il est. Amadi Touré, donc le capitaine Sango avait dit qu'il était en sécurité donc dans un camp militaire, mais maintenant les putschistes, comme on l'appelle, donc sont isolés, parce que il y a cette mobilisation des partis politiques au niveau national qui contestent le régime qui s'est mis en place, et en plus de ça aussi, il y a les sanctions des diverses organisations internationales comme la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, et qui réclament tous donc le retour à l'ordre constitutionnel, et je dirais aussi une élection rapide, puisque une élection présidentielle devait avoir lieu il y a au mois d'avril, et en sus de cette élection présidentielle, le président Amadi Touré a renoncé à se présenter par respect de la Constitution. Mais pourtant, Franck Ramarson, il existe bien une partie de personnes, pour ne pas faire référence à l'événement du 22 mars, qui soutiennent la junte. Oui, ce sont des petits partis, mais comme on le dit, c'est normal, hein, quand il y a... C'est comme ici, c'est comme ici à Madagascar. Jusqu'à présent, on regarde toujours le retour à l'ordre constitutionnel, il y a toujours des pour et des contre, hein, donc, mais ça nous rappelle un peu ce qui se passait ici. Quand on dit sous-off aussi, on pense à Madagascar, quoi. C'est un peu ça ce que vous voulez dire. Les sous-officiers de Capsat en 2009 ont aidé donc la prise d'un pouvoir inconstitutionnel. Donc vous savez, si réellement on était dans le droit chemin, on n'aurait pas eu toute cette crise, cette feuille de route qui nous mène vers des élections libres et crédibles. Là, je pense que nous avons mis 3 ans. Les autres pays, non. Ils sont passés aux élections. La Tunisie, le Niger et tout ça. Parce qu'ici, donc peut-être que c'est plus complexe, peut-être par rapport à ce qui se passe ailleurs. Donc moi je vous dis honnêtement que ce qui se passe en Afrique aussi, donc, c'est une espèce de paradoxe, puisque maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un nouveau président au Sénégal. Au Sénégal, oui. Macky Sall. Élu au suffrage universel, dans des conditions qui n'est pas contestable. Donc c'est un opposant. Il a eu le plein des suffrages par rapport donc à un second tour où on savait d'avance que le président sortant de la Ouad ne pouvait pas avoir les voix requises, puisque il a eu tous contre Ouad comme consigne, et il a été battu. Et tout en sortant par la grande porte, en félicitant
sans rival. Donc moi je pense que le Sénégal, encore une fois, a montré un bel exemple de la démocratie. Et elle l'a montré au départ, vous savez, vers les années 91, donc il y avait eu Abdou Diouf, après la passation d'Abdou Diouf vers Abdoulaye Wade. Il y a eu aussi donc, vous savez, quand il y a eu les élections au Bénin, avec vers les années 90, Madagascar faisait partie aussi de ces pays, je dirais, démocratiques, donc aller vers une transition démocratique. Et le quatrième pays, c'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, on fait le bilan. Il y a que le Bénin et le Sénégal qui sont sortis. Les autres ont eu des crises, comme la Côte d'Ivoire, 5 ans de transition. Madagascar, nous sommes à 3 ans. Nous suivons la ligne ivoirienne, parce qu'on, si on regarde de loin, géopolitiquement, donc Madagascar n'est pas un exemple de démocratie comme on a vu au Sénégal. Pour une fois encore, les Africains, le Sénégal nous montre l'exemple que on peut faire des élections libres et indépendantes avec, pour eux, donc c'est une CENI qui fait son travail avec les observateurs internationaux. Oui, alors avant de retourner sur Madagascar par rapport justement à la CENI, les élections, code électoral, ce qui a effrayé aussi la France, c'est ce qui s'est passé à Toulouse. Puis voilà, Mera maintenant est abattu. La vie reprend tout doucement son cours en France, mais ça reste marqué par rapport au mouvement même, à cette idéologie qui peut aboutir à des tueries. Vous savez très bien que au début de la campagne, on a toujours véhiculé le phénomène de l'immigration. Donc l'extrême droite, une partie de la droite de Sarkozy ont toujours fustigé, stigmatisé donc la présence des étrangers qui, semble-t-il, dérange la population française. Donc on a eu des langages, je dirais, assez provocateurs par rapport à ce qu'on appelle le viande halal, le karcher, et tout ce qui concerne aussi donc la négritude en France. Par rapport à tout ça, comme vous le savez, il y a toujours ces écoles islamiques, coraniques, donc comme tout extrémiste qu'il y a, je dirais pas que les écoles coraniques sont extrémistes, mais il y a des gens qui ont été formés par le Coran dans des écoles religieuses qui débouchent donc vers un militantisme, donc l'islamisme radical, et que là, à force, je dirais, de stigmatiser la présence des étrangers, je dirais aussi de rendre important le communautarisme. Le résultat est là, il y a des cloisonnements, des phénomènes je dirais, d'intégration que l'on n'a pas encore maîtrisé et que voilà, qui sème le vent récolte la tempête. Comme vous voyez donc toutes ces horribles tueries condamnables qui sont réellement répréhensibles et que l'on voit que a mis tout un émoi, non seulement les Français, mais aussi toute la population, qu'elle soit, je dirais, musulmane ou juive ou chrétienne, dans tout le monde entier, parce que on ne tue pas les enfants, donc des innocents, sous prétexte qu'on a tué des enfants palestiniens, donc guerre en Israël et tout ça, et que l'on veut se venger, donc sur des innocents, et que là, moi, je pense que là, il y a une répression. Il y a un arsenal judiciaire à mettre en place et juridique même à mettre en place partout dans le monde, non seulement en France, mais aussi peut-être droits de l'homme aussi. En termes aussi donc de droits de l'homme, comme vous dites, mais partout il faut que les populations se protègent de tous ces extrémismes. Alors prenons l'avion, Franck Ramarsson, et retournons au pays. Tiens, puisque parlons d'avions, nous aurons 2 avions. C'est confirmé, Airbus? Nous avons donc 2 avions Airbus, d'après le président Razuel. Il y aura un avion qui sera mis en place au scrutin en location type ACMI, comme on dit, contenu, donc tous les équipages seront Air France, mais l'équipage sera donc composé de la compagnie Air France, aussi que dans la gestion, donc ce sera un vol commun Air Madagascar France. Un deuxième avion qui sera mis en place, là sera donc avec ce qu'on appellerait un équipage Air Madagascar, mais on release, comme on dit. Donc là, je crois qu'il faudrait faire comprendre que des locations, je dirais, de l'usine dans les 2 cas, mais qui vont durer pendant 6 ans. Donc la question qui se pose, est-ce que réellement, dans le contexte actuel, même si on a dit qu'il n'y a pas un euro ou un arrière à payer, là-dessus, d'abord, est-ce que le choix est bon? L'Airbus A340, donc toutes les compagnies, que ce soit la Grèce, le Turkish Airlines, l'Air Mauritius, ceux qui sont sérieux sont en train de délester ces avions parce que trop coûteux en termes d'exploitation technique, trop coûteux. Donc est-ce que les aéroports seront conformes à ces avions? Et troisièmement, en tant que performance même, ce n'est plus les aéronefs qui
je dirais, sont adaptables à un pays comme Madagascar. Je ne comprends pas quel était ce choix, parce qu'Air-Mauritius a donc, je dirais entre guillemets, largué ses Airbus 340 pour des Airbus 330, par exemple. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu quand même des experts techniques malgaches qui ont été consultés là-dessus? Oui, peut-être, Franck Ramarson, c'était pour marquer la transition qu'on a eu 2 avions. Non, mais je dis simplement que, est-ce que réellement, par rapport à la feuille de route, est-ce que ça colle? Parce que, il n'y a même pas 2 mois, il y a le vice-premier ministre de l'époque de l'économie, ou 3 mois, Pierre Razonarvel, chargé de l'économie, a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour l'acquisition des usines sucrières de Namaki dans Bilbé. On n'a pas fait grand-chose. On n'a pas rien fait puisque la présidence a bloqué le processus par respect de la feuille de route. Donc, moi, je pense que donc... Alors, vous voulez dire par là, quand est-ce qu'on fait une double vitesse, feuille de route C'est comme sur le plan judiciaire. Est-ce qu'on aurait dû faire le procès de Bani, vous voulez dire? Oui, puisque la lettre de la SADC peut être arrivée après, lors du verdict. Et c'est pour ça que je dis, quand est-ce qu'on va dire qu'on applique la feuille de route, quand est-ce qu'on l'applique pas? Et c'est là que peut-être qu'il y a eu peut-être ce débat, je dirais, assez décevant, que j'ai vu à la télé, où les explications du président de la transition n'ont pas été à la hauteur quand il dit que je veux appliquer la feuille de route stricto sensu, alors que... C'est peut-être pour les élections qu'on veut appliquer la feuille de route, alors c'est ce que vous voulez dire? Mais on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures, parce que l'économie de la vie économique dépend de la vie de la population. Donc il y a donc ce que je dirais une demande sociale de la population qui est là aussi, qu'il faut voir. Il va en prendre en main personnellement une histoire de sécurité. Mais ça fait depuis 3 ans qu'il parle de cela, donc là on verra de nouveau. Jusqu'à présent, vous savez très bien que l'économie chancelante, le social se dégrade, bien entendu, une augmentation de la sécurité. Donc jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a eu? C'est que, et je me demande à qui il parlait, à la population de Tananarive ou la population nationale, puisque si on veut déployer autant de moyens comme il dit, donc il faut toute une armée de nouvelles recrues. Quand on parle de nouvelles recrues, encore une fois, gréver les dépenses publiques, payer des nouveaux fonctionnaires qui sont les militaires, les gendarmes, pour pouvoir pacifier et garantir la sécurité dans tout Madagascar. Oui, alors maintenant on a notre président de la CENIT. Une femme, pour commencer. D'abord, il faut féliciter qu'une femme, pour cette fois-ci, a accès à une institution. Même si, je dirais, beaucoup contestent un peu qu'une magistrate soit à la tête de la CENI, puisque vous savez très bien que le syndicat des administrateurs civils, qui n'a qu'à s'en prendre à lui-même, puisque... À force de présenter plusieurs candidats et de ne pas s'entendre aussi. Ils ont fait le lit donc de Madame Béatrice Attala, qui est quand même une brillante magistrate, mais qui aura donc du pain sur la planche. D'abord pour pouvoir se faire financer et convaincre maintenant les experts des Nations Unies pour qu'on ait droit réellement à une élection libre et transparente. C'est-à-dire qu'elle va suivre la feuille de route, elle. Elle va suivre la feuille de route, elle. Elle est obligée de suivre la feuille de route, on ne peut pas faire autrement. Mais là, je reviens un peu à ce débat, je dirais décevant. Pour moi, c'était une opération de communication. Est-ce que le but de cette intervention télévisée médiatique, c'était simplement pour annoncer qu'il y aura des élections à la fin de l'année et que toute tentative de déstabilisation aux yeux de la communauté internationale sera condamnée, puisque le président de la transition, qui s'est entendu sûrement avec la mouvance Ravalman, puisqu'ils sont que 2 dans les institutions, pour organiser l'élection à la fin de l'année. Moi, je pense que c'est pour assurer d'abord sa stabilité avant de faire autre chose, tout en ne touchant plus au siège du Premier ministre, qui est son garant international maintenant. Au revoir, Franck. Au revoir, président.